Bien, le chômage, mauvais chiffre en août, 50 200 chômeurs de plus. Si le Front National, Marine Le Pen est élue présidente de la République, quelles sont les premières mesures qu'elle prend pour lutter contre le chômage? Il y a de très nombreux... alors déjà, il y a de la macroéconomie et de la microéconomie. Oui. Dans le cadre du quotidien des entreprises, il y a énormément de choses à faire pour raccourcir les délais de paiement, dans le cadre de l'accès au financement des entreprises, pour améliorer leur trésorerie, en matière de droit du travail, en matière de fiscalité, sur la question du coût du travail et sur la question, évidemment, des charges. Et puis, il y a aussi la macroéconomie. Ça veut dire, pour ce qui touche particulièrement à l'industrie, la question de la monnaie, qui revient systématiquement, qui, dans le cas d'une parité euro-dollar qui ne nous serait pas favorable, pourrait encore apporter un coût supplémentaire dans le cadre concurrentiel industriel. Tous ces grands chantiers-là aujourd'hui qui n'ont absolument pas été abordés par la loi travail, par exemple, qui ne s'occupe absolument pas du quotidien des TPE-PME. La représentation syndicale aussi, qui est un sujet important, qui est aujourd'hui particulièrement contraignante, manifestement inefficace, avec des syndicats qui sont peu représentatifs et un taux de syndiqués qui est très insatisfaisant. Syndicale, il faudrait rendre la représentation plus proportionnelle et arrêter le monopole du premier tour, permettre à ce que d'autres syndicats qui soient plus petits puissent se présenter avec des critères qui soient moins contraignants qu'aujourd'hui. Bien, Alstom, nouvelle réunion aujourd'hui, comité d'entreprise avec des salariés qui montent de Belfort, qui ont affrété un TGV. Vous êtes indigné parce que la SNCF a passé commande à Bombardier, j'ai vu. Oui. J'ai pas très bien compris pourquoi. Je vais vous expliquer, ça peut arriver. Tout à fait. Si vous voulez, une chose que nous déplorons dans la politique industrielle depuis des décennies, qui est d'ailleurs due à l'Union européenne, c'est que nous ne pouvons pas faire de patriotisme économique. Ça veut dire que nous ne pouvons pas faire en sorte que les entreprises françaises soient prioritaires dans les marchés publics, sur le modèle par exemple du Small Business Act américain ou du Small Administrative Act. Et dans ces conditions, c'est vrai que ça paraît étonnant que les impôts des Français, c'est-à-dire notre argent, ne bénéficient pas en priorité, lorsqu'évidemment les critères sont remplis, de commandes à une entreprise française pour maintenir l'emploi en France, faire des bénéfices français, développer la recherche. Qu'est-ce qui compte? C'est l'emploi, non? On vient d'en parler, le chômage, non? Je sais, vous allez venir, mais pas exclusivement. Pas exclusivement, parce que je sais que vous allez me dire, la SNCF a commandé à Bombardier, et une partie de l'emploi, en effet, est en France, mais le problème, c'est que l'argent... Pas une partie de l'emploi. L'argent, non mais pardon. Oui, je vais vous répondre. 2000 salariés dans le Nord. Oui, il y a 2000 salariés, mais à côté de ça, il y a toute une partie de la chaîne, notamment en recherche et développement, qui n'a pas lieu en France. Mais si, Monsieur Bourdin. 600, je me suis renseigné justement parce que je savais que vous alliez me dire ça. Le problème, Monsieur Bourdin. 600 ingénieurs ou cadres, 200 ingénieurs au bureau d'études. Bombardier, vous savez où ils sont? C'est une partie seulement. Où sont-ils? C'est 90% de la recherche et développement. C'est une partie seulement d'une part, et surtout cet argent français ne va pas dans les poches d'une entreprise française, pardonnez-moi. C'est quand même un problème aujourd'hui que nos impôts n'aillent pas prioritairement au service Bombardier est une entreprise qui fabrique en France, qui ne fabrique pas au Canada ou ailleurs. Nous ne serons peut-être pas d'accord. Manifestement, de très nombreuses grandes puissances comme les États-Unis pratiquent cela. Non, mais d'accord, mais qu'une partie de l'emploi aujourd'hui, une partie de la production soit assurée en France, très bien, mais ça reste insatisfaisant. Quand la SNCF va vendre son TGV aux États-Unis, que fait la SNCF? Que fait la SNCF? Non, mais je sais, monsieur. Elle fait construire bien sûr. son TGV mais nous pourrions faire mieux, c'est ce que je suis en train de vous dire, nous pourrions faire mieux. Et aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que Alstom n'est pas victime de ce choix-là, parce que si ces commandes-là, parce que vous avez l'air de vous satisfaire qu'il y ait une commande à Bombardier, je vous dis, je suis heureux que 2000 personnes aient du travail dans le Nord. Moi, je serais encore plus heureuse que le carnet de commandes, vous voyez, d'Alstom soit rempli, parce que, en l'occurrence, la SNCF et l'État français auraient prioritairement choisi Alstom plutôt que les autres. Voilà, j'aurais préféré ça. Mais bon, si ça vous paraît satisfaisant, tant mieux pour vous. Moi, je trouve ça très insatisfaisant. Alors même que aujourd'hui, l'État français n'a pas joué son rôle d'État stratège. Vous parlez de la recherche et développement. Nationalisé, Alstom? Jean-Pierre Chevènement va jusque-là. Oui, mais pas forcément aller jusque-là. Mais pourquoi se l'interdire? C'est ça la question. Pourquoi faudrait-il y avoir un empêchement de principe sur la nationalisation? Je dis pas que c'est une solution magique, systématique, mais ça peut être un levier en cas de dernier recours. Mais avant la question de la nationalisation, je vous le disais, il y a la question du patriotisme économique, il y a la question de l'environnement fiscal, il y a la question des frontières économiques, parce que notre industrie a souffert en grande partie d'une concurrence frontale avec des pays émergents qu'elle n'a pas su malheureusement anticiper. Il y a la question de l'État stratège, donc d'un État qui investit en matière de recherche et développement sur des secteurs où les entreprises privées ne peuvent pas le faire. Parce que le problème, c'est vous me dites oui, c'est très satisfaisant, la production est faite en France. Mais ce que vous oubliez, c'est que la désindustrialisation, c'est aussi la disparition de tout un tissu de PME, de sous-traitants français qui, dans le cadre d'un contrat avec une entreprise étrangère, ne sont pas forcément repris. Et ça, on a tendance à l'oublier. Quelle est l'entreprise qui emploie le plus de salariés dans l'automobile en France? Je ne connais pas les chiffres. Vous ne savez pas?
Oui, je crois que c'est une entreprise japonaise. Toyota. Oui, d'accord. Mais ça n'empêche pas. Oui, d'accord. Mais heureusement d'ailleurs, non? Très bien. Bon, mais ça n'empêche pas que tout ce dont je vous parle, à savoir le tissu de sous-traitants, est un tissu qui est souvent sacrifié malheureusement lorsque nous passons par des entreprises étrangères. Et Toyota, pardonnez-moi, mais Toyota travaille avec des sous-traitants français. Monsieur Bourdin, je ne suis pas en train de nier que des entreprises françaises peuvent travailler et produire de l'emploi en France. Je suis en train de vous dire que si nous faisions du patriotisme, nous aurons encore plus d'emplois que dans ce cadre-là. François Hollande a promis de démanteler la jungle de Calais définitivement. Là, vous approuvez, j'imagine. Oui, il aura fallu attendre la campagne présidentielle pour cela, très bien. Le problème, si vous voulez, c'est que on va éparpiller la poussière. Oui. Ça veut dire que... La poussière. Oui, les migrants, c'est la poussière. Oui. C'est une façon de parler. On va cacher. C'est pas une façon de parler. Vous connaissez pas l'expression cacher la poussière sous le tapis. C'est exactement ça. Vous cachez les migrants sous le tapis. Oui, mais c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Oui, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire, Monsieur Bourdin. Parce que c'est ce que vous pensez. Mais non, mais ce que je pense. C'est ce que vous pensez. Mais non. Mais ne riez pas. Non, mais je ris parce que. Pas avec ça. Non, mais si je ris parce que je vais vous dire, vous êtes en train. Des hommes, des femmes et des enfants, on les traite pas de poussière, Marion Maréchal Le Pen. Non, mais écoutez, Monsieur Bourdin. Sincèrement, non, mais vous êtes en train de vous énerver sur une chose qui est assez accessoire. Je m'indigne. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, une chose qui est beaucoup plus grave, au-delà de l'indignation des mots, c'est que aujourd'hui, par les mots parfois. Non mais Monsieur Bourdin, s'il vous plaît, le problème, si vous voulez, c'est que nous allons aujourd'hui donc éparpiller ces populations partout sur le territoire français pour que la jungle de Calais ne soit plus visible. Sauf que le problème ne va être que retardé, puisque de toute façon, il continuera d'y avoir une immigration clandestine massive qui va pénétrer sur le territoire français tant que nous n'aurons pas remis en place les frontières françaises. Combien d'habitants en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? J'ai plus le chiffre exact, mais c'est autour de 2 millions, quelque chose comme ça. Vous dites 2 millions d'habitants en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marion Maréchal Le Pen? Il me semble que oui. 2 millions d'habitants? Oui, peut-être un peu plus que ça, je sais plus. Vous avez voulu être présidente de la région? Oui, d'accord. Alors vous voulez combien d'habitants en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Mais je n'ai plus le chiffre exact. Moi, je vous dis, il y en a 5. D'accord, très bien. Et non pas 2 millions, 5 millions d'habitants. Combien? C'est dramatique. C'est dramatique. Je vous pose une autre question. Combien de migrants doivent quitter Calais pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Combien? Rien que dans le Vaucluse. Il y a 15 000 migrants à Calais à peu près. Je veux dire, rien que dans le Vaucluse. 15 000? Oui, à peu près 15 000. Oui, à peu près 15 000. Bref. Mais combien de migrants prévus? Oui, non, mais écoutez, vous n'allez pas me faire un cours de professeur et me faire un QCM. Est-ce que je peux vous répondre, s'il vous plaît, Monsieur Bourdin? Rien que dans le Vaucluse, nous avons déjà une dizaine de villes volontaires pour accueillir des migrants. À Carpentras, nous en avons déjà accueilli une vingtaine. Des populations qui sont peu ou pas diplômées, parce que le mythe du médecin syrien, on en est quand même revenu, qui ne parlent pas la langue française, qui ont parfois avec eux une culture radicalement différente de la langue de celle de France, et nous allons tenter de nous expliquer qu'ils sont intégrables dans une campagne, une ruralité qui est déjà sinistrée en matière d'emploi et de précarité. Je dis que c'est un mythe, voilà, que ça ne fonctionnera pas. Combien de migrants allez-vous accueillir sur décision du ministère de l'Intérieur en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? 949. Non mais très bien, mais pour l'instant 949 sur 5 millions d'habitants. Ça fait un migrant par 50 000 habitants. Pardonnez-moi, dans une région qui est déjà sinistrée par la question migratoire. Dans le département de Vaucluse, nous sommes à 12% de chômage, enfin excusez-moi. Mais on va nous expliquer qu'on va être en capacité d'intégrer dans le temps ces populations. Je vous dis que non. Je vous dis par ailleurs également que ce droit d'asile est aujourd'hui un droit dévoyé. Alors le droit d'asile. Que c'est une filière d'immigration clandestine bis. Puisqu'aujourd'hui, donc vous le supprimez, le droit d'asile? Non, mais il faut le restreindre considérablement. Comment faites-vous? Mais il faut restreindre les critères, parce que contrairement à ce qui est aujourd'hui expliqué par les médias... Vous savez combien de temps il faut? 2 ans pour savoir si on a réponse. C'est bien ça le problème. On est d'accord. La durée de la procédure est déjà un problème d'une part. Le fait qu'il y ait 1% seulement des déboutés ce droit d'asile qui soit véritablement expulsé. Et donc, quelle est la conséquence de cela? C'est qu'on arrive clandestinement sur le territoire français, on dépose une demande d'asile en sachant que l'on sera inexpulsable pendant 2 ans, et on sait qu'in fine, même en n'étant pas considéré comme un réfugié, de toute façon, l'éloignement du territoire n'aura jamais lieu. Donc ça crée évidemment un appel d'air absolument considérable. Parce que le droit d'asile, ça n'est pas le droit collectif d'une population d'un pays en guerre à venir s'installer chez nous. Sinon, il y aurait 250 millions de personnes qui seraient éligibles au droit d'asile. C'est un droit qui est individuel. Beaucoup ne demandent pas l'asile en France. Et ceux-là sont clandestins. Ils sont même majoritaires. Et oui, c'est bien le problème. Non seulement ceux-là sont clandestins, mais ils ne sont pas expulsés pour autant. Et c'est le drame de Calais. C'est que d'un côté, non seulement nous n'appliquons pas avec efficacité le droit d'asile et nous n'expulsons pas les clandestins, mais de l'autre, nous continuons à laisser arriver massivement ces populations, qui fait que de toute façon, la jungle de Calais se reconstituera inéluctablement, qu'on les répartisse ou pas. Donc c'est un problème sans fond si nous ne sortons pas de l'espace Schengen et si nous ne retrouvons pas des frontières européennes, puisque manifestement, l'Union européenne n'a pas la volonté de mettre en place des frontières européennes. Avec la Grande-Bretagne, non?
Oui, enfin manifestement, je vous signale que déjà le Royaume-Uni n'est pas dans l'espace Schengen d'une part. Justement, c'est pour ça que n'est pas dans l'espace Schengen. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui nous gérons sortir de l'espace Schengen, ça ne résoudra rien à Calais, hein, je vous le dis tout de suite. Bien sûr que oui. Ah bon? Bien sûr que oui, puisque sur le long terme, on va retrouver des infrastructures et des douaniers qui vont donc contrôler nos frontières françaises, puisque le drame aujourd'hui, c'est que c'est l'Union européenne qui gère ses frontières. C'est que c'est la Grèce qui est un État failli, pardonnez-moi, avec un gouvernement idéologiquement immigrationniste qui laisse passer ses populations en grande partie. C'est l'Union européenne qui va chercher les bateaux aujourd'hui en Méditerranée pour les ramener sur les côtes européennes plutôt que de les ramener dans les ports d'origine, comme c'est le cas aujourd'hui en Australie, ce qui alimente évidemment le trafic des passeurs. L'Australie paie des États voisins pour accueillir les... Absolument. On devrait faire pareil, nous, on devrait payer... On devrait faire cela, on devrait trouver des solutions temporaires pour les réfugiés dans le cadre... de l'argent, je sais pas, la Tunisie, la Libye... de pays... Oui, on devrait avoir des partenariats pour que ces pays accueillent en effet, dans le cadre régional, ces populations. On installe les camps là-bas plutôt. Et on devrait surtout, excusez-moi, mais déjà des pays comme le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui sont de grands amis de la France, qui sont des pays musulmans, qui manifestement ne se sentent pas particulièrement concernés par le sujet. Ils n'ont accueilli aucun réfugié. Voilà, on pourrait s'en étonner un petit peu. Est-ce que vous avez intégré la réserve nationale? C'est fait ou pas? J'ai le dossier qui est en cours. Je passe normalement les tests maximum en février. Oui. Et j'espère pouvoir faire la formation d'officier de réserve en juillet. Au 21e RIMAD. C'est ça. C'est ça. Exactement. Troupe de marine. Oui, c'est l'infanterie de marine. Exactement. Et vous allez vous entraîner à Couët-Quidan. C'est ça. Si tout se passe bien, normalement 2 semaines en juillet. Est-ce que l'islam est compatible avec la République? Parce que j'ai entendu ça, c'est Marine Le Pen qui... Oui, on a exactement le même discours, donc je ne vais pas vous surprendre, puisque je l'ai déjà dit, j'ai dit toutes les lectures de l'islam ne sont pas compatibles avec la République. C'est-à-dire que c'est en réalité aux musulmans de nous prouver que leur religion est compatible, en respectant la loi de la République d'une part, mais aussi une culture, un mode de vie, des mœurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, manifestement... 30% des musulmans, 28% si je ne m'abuse, d'après le dernier sondage qui est sorti, sont pour l'application de la charia. C'est pas 28% des musulmans. En France. Ce sont 28% des musulmans qui vivent en France. Non, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas 28% des musulmans qui vivent en France. Si, c'est 28% des musulmans qui vivent en France. Excusez-moi, je suis désolé de vous dire. 28% des musulmans qui vivent en France. 28% des musulmans qui vivent en France. Les 6 millions, dans le dernier 5 sondage, millions ou 6 millions, il y en a 28% qui sont pour la charia. Eh ben, excusez-moi de me dire, c'est en l'occurrence, c'est le dernier sondage qui est sorti. C'est pas moi qui le dis. Il y a même déjà Montaigne, mais c'est pas l'Institut Montaigne. Et en 2008, les musulmans qui sont pratiquants. En 2008, vous savez qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne sont pas pratiquants. Je suis au courant, Monsieur Bourdin. Et en 2008 déjà, un sondage, CSA Le Monde avait donné exactement les mêmes chiffres en disant que pour le coup c'était 54% des musulmans vivant en France qui étaient pour une application totale ou partielle de la charia et 28% d'entre eux dans les mêmes proportions qui étaient pour une application totale. La charia, donc la loi islamique, qui est considérée par la Cour européenne des droits de l'homme comme incompatible avec la démocratie. Excusez-moi, alors on nous explique que c'est un phénomène minoritaire, mais vous venez de le dire, il y a 6 millions de musulmans en France. Proportionnellement, ça peut paraître quand même un petit peu inquiétant.